Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Marie et merci Julie d'avoir pensé à m'inviter pour vous entretenir aujourd'hui sur les inquiétudes sur la transmission des compétences culinaires. Quand Julie m'a contactée, on a un petit peu passé en revue mon mandat aujourd'hui, ce auquel elle s'attendait de moi. Et puis, bref, je suis ici essentiellement pour servir de mise en bouche. Alors, c'est quoi ça, une mise en bouche? Selon Wikipédia, la mise en bouche désigne l'ensemble des mets, canapés, petites bouchées, etc., qui accompagnent l'apéritif en début de repas. Autrement dit, je suis ici pour vous servir des petites bouchées d'informations qui aiguiseront votre appétit pour les plats principaux à venir. Parce que le principal d'aujourd'hui va venir d'intervenants en milieu scolaire et aussi de ma collègue Nathalie Jobin, d'une personne de Santé Canada, qui vont vous donner beaucoup plus d'informations que moi. Alors, j'espère que ce que je vais vous servir ne va pas gâcher votre appétit pour ce qui est à venir. On m'a aussi demandé de venir parce que ça fait 25 ans maintenant que je suis la personne qui est responsable de transmettre un savoir sur des aliments ainsi qu'un savoir culinaire aux futurs diététistes. Et d'ailleurs, il y a pas mal de nutritionnistes dans la salle aujourd'hui qui ont passé par mes cours et mes laboratoires. Et s'il vous plaît, levez la main, encouragez-moi si je vous ai donné le goût de bien manger, de cuisiner et d'être bon. Voilà. Alors, j'ai mes fans, merci, ça me rassure. Phew! Mes disciples à moi, mes disciples personnels à moi. Alors, on m'a demandé de partager un peu, parce que sur 25 ans, j'en ai vu des choses, des vertes et des pas mûres dans mes laboratoires. Vous me prendrez en privé en tantôt, je vous raconterai des anecdotes. Mais j'ai vu en 25 ans une vraie dégringolade de connaissances au niveau des aliments, des techniques culinaires, de la terminologie culinaire. Alors, je vais partager un peu ça avec vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, le piton vert, on avance. Alors, quelques constats avant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on cuisine de moins en moins à partir d'ingrédients de base. Et je trouve que cette image-là, elle est très parlante. Non seulement elle nous permet de suivre les changements au niveau des modes vestimentaires et de coiffure, mais elle permet aussi de bien visualiser le changement qui s'est produit au niveau de notre manière de cuisiner. Alors, à l'origine, quand on faisait un gâteau, on le faisait avec des ingrédients. On prenait des œufs, de la farine, de la poudre à pâte, du lait, du beurre. De ça, on est passé à des mélanges à gâteau en boîte. C'était déjà plus facile. Tout ce qu'on avait à faire, c'était d'ajouter l'œuf et l'huile. Mais aujourd'hui, on ne fait même plus ça. On va plutôt aller au supermarché, acheter le gâteau tout fait. Alors, étant donné qu'on est porté vers des aliments qui sont déjà préparés, évidemment, on passe de moins en moins de temps en cuisine. Je pense qu'il n'y a personne qui veut revenir aux années 1900 où on avait à abattre, ébouillanter, éplumer son poulet dans sa basse-cour. C'est fini ces temps-là. C'est sûr qu'on ne revient pas là-dessus. Mais toujours est-il qu'avec tous les avancements au niveau de la technologie, donc les moyens de conservation des aliments, mais aussi avec les nouvelles technologies qu'on utilise en cuisine, donc les fours micro-ondes, les robots culinaires, les mélangeurs, les malaxeurs et compagnie, c'est rendu qu'on passe un minimum de temps en cuisine. On passe à peu près 30 minutes seulement à préparer un souper aujourd'hui. En partie aussi parce qu'on dépend de plus en plus d'aliments qui sont transformés. Il y en a une trollée dans les supermarchés de tous les prix, de toutes les qualités, à partir du déjeuner jusqu'au souper, ce n'est pas le choix qui manque. Et c'est la dépendance sur ces aliments-là qui amène certaines inquiétudes. Il y a une chose, par exemple, qui est réconfortante ou rassurante, c'est que la cuisine nous passionne encore. Qui n'est pas abonné à un magazine? Je le sais personnellement parce que je travaille avec Ricardo, qui a au-dessus de 60 000 abonnements. C'est beaucoup de monde, ça, pour un magazine culinaire qui ne parle que de cuisine, qui n'écoute pas Food Network ou Zest. Donc, oui, on est encore passionné par la cuisine, on achète des magazines, des livres, mais il semblerait qu'on les lit, on ne passe pas toujours à l'action. Alors, c'est une autre image que j'adore
Hein? On voit une femme qui est en train de réchauffer son plat au micro-ondes pendant qu'elle regarde une émission de télé. C'est un peu paradoxal, mais on est rendu là. Je pense qu'on est passé de la cuisine aux loges. On hésite à passer à l'action. Pourquoi? Il y a probablement plein de bonnes raisons. Beaucoup de gens vont vous parler d'une cuisine à 2 vitesses. Il y a beaucoup de chercheurs, des sociologues qui se sont penchés sur le sujet. Qu'est-ce que j'entends par cuisine à 2 vitesses? C'est le fait que la cuisine de tous les jours, celle qu'on doit faire pour le déjeuner, les lunchs et le souper le soir, c'est cette cuisine-là dont on se plaint. C'est elle qui est plate, ça prend du temps, c'est ennuyeux, ça nous emmerde un peu. Alors que la cuisine de fin de semaine, c'est plutôt la cuisine plaisir. C'est là où on va sortir la bouteille de vin, on prend un peu plus notre temps. Mais pour nous, les professionnels de la santé, notre problème n'est pas la cuisine de fin de semaine, c'est la cuisine de tous les jours, où on mange nos fruits, légumes, nos produits laitiers, nos viandes. Ce sont ces repas-là qu'on doit réhabiliter. C'est sur ça qu'on doit travailler pour redonner le goût aux gens de s'investir dans le quotidien. Alors, comment réhabiliter la cuisine de tous les jours? Quels sont les défis? Alors, il y a des personnes aujourd'hui qui vont vous en parler. Nathalie, je ne veux pas voler ton punch, mais je ne pouvais pas passer à côté de la principale raison qui nous empêche d'investir dans la cuisine plus fréquemment, c'est le manque de temps. Mais là, j'ouvre une petite parenthèse. Je lisais dans un article dans la presse, je pense dernièrement, qu'on se plaint aussi qu'on a manque de temps pour un petit peu jouer en dessous des couvercles avec nos conjoints. Donc, on se plaint qu'on a manque de temps pour cuisiner, mais on manque de temps pour plein d'autres choses aussi. Alors, le manque de temps, il y a la moitié des personnes sondées qui vont se plaindre qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner. En plus de ça, on va vous dire qu'idéalement, dans un monde idéal, on voudrait que le repas, le souper, prenne moins de 30 minutes à préparer, à cuire, à manger, nettoyage inclus. Et que le repas, idéalement, ne devrait pas salir plus qu'une casserole. Ça explique peut-être la popularité des mijoteuses. Hein? On salit juste une casserole. Ça, c'est un obstacle, mais il y en a plein d'autres obstacles à cuisiner à tous les jours. Voici une liste, certainement non exhaustive. On va parler de manque d'énergie. On va vous parler de coût et de budget, donc le coût des aliments, prohibitif parfois, pour certains. On va vous parler de manque d'inspiration. Ah, je ne sais pas quoi faire. Manque de planification. Nathalie va revenir là-dessus plus tard aujourd'hui. On va vous parler aussi des goûts et caprices des membres de la famille. C'est rendu compliqué. Éric n'aime pas les petits pois. Catherine n'en mange pas les carottes crues. Charles, il n'y a pas question qu'il mange du riz. Ça devient compliqué de composer un menu qui plaît au goût de chacun. Ensuite vient la question des habiletés culinaires limitées. Les gens ont de la difficulté à lire et à suivre les recettes. Il y a une question d'éducation là-dedans, certainement, mais c'est aussi une question de... Marie, rappelle-moi le mot. De littératie. Merci. Une grosse question de littératie. Donc, difficulté à lire et à suivre les recettes, méconnaissance des techniques et aussi méconnaissance du vocabulaire. Je vais revenir un petit peu là-dessus en vous parlant de mon expérience personnelle à l'UDM. Une autre raison qui revient beaucoup, que certaines personnes mettraient même en haut de la liste, c'est la corvée du nettoyage. C'est vraiment pratico-pratique, là, mais il y a plus de la moitié des personnes interrogées sur le sujet qui ont dit qu'ils cuisineraient beaucoup plus s'il n'y avait pas à nettoyer la cuisine après. On est rendu là. On voudrait avoir une cuisine auto-nettoyante. Alors, tous ces obstacles-là, toutes ces raisons-là pour ne pas cuisiner, inquiétez-vous pas qu'on n'est pas les seuls à les connaître. Il y a des analystes de marché qui se penchent régulièrement sur ce phénomène-là pour faire des propositions ou pour mieux aiguiller l'industrie alimentaire pour profiter de la situation, pour améliorer l'offre alimentaire en épicerie qui est déjà abondante. Alors, des opportunités d'affaires pour l'industrie alimentaire pour un peu exploiter notre manque de temps, notre manque d'énergie et notre manque de savoir-faire. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est un rapport qui a été fait par Agriculture Canada
pour l'industrie alimentaire, pas pour vous et moi, là, pas pour les gens qui travaillent en santé publique, pour l'industrie alimentaire, pour les éduquer sur les tendances de la consommation et la commodité. Et ça, c'est un graphique qui est pris de ce rapport-là, où on nous explique qu'il y a un ensemble de facteurs démographiques et de modes de vie qui nous poussent vers la commodité. Modification de la structure des familles, des contraintes de temps, manque de motivation, manque de connaissances, tout ça est vu par l'industrie alimentaire comme des opportunités d'affaires. On va donner aux consommateurs ce qu'ils ont de besoin. Alors, selon un autre rapport qui s'intitule « Tendances alimentaires d'ici l'an 2020 », encore une fois fait pour le compte d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, on nous indique que si la tendance se maintient, les consommateurs prépareront de moins en moins les aliments. Les habitudes de magasinage et d'alimentation seront sporadiques, les cycles de planification des repas seront plus courts. Ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est toujours à la dernière minute, puis on décide ce qu'on va se faire pour souper en auto, en s'en allant à la maison, qu'on arrête à l'épicerie pour acheter ce qu'on a besoin. Okay? Ça, ce rapport-là est sorti en 2005, mais je pense qu'on est déjà rendu là. Et on nous avertit aussi que le grignotage remplacera les plats ainsi que les repas complets, et il sera encore plus facile de transporter les aliments. Traduction, chacun va manger ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Parce que les aliments vont être des portions individuelles, donc tout le monde ouvre le frigo. « Ah, ça me tente de manger ça, je le mets au micro-ondes, je le mange devant la télé ou sur le comptoir dans la cuisine. » Les gens vont manger de moins en moins en famille. Et je pense que Nathalie va revenir là-dessus cet après-midi aussi. Alors, l'industrie alimentaire a bien compris le message. Et je pense que ça fait longtemps qu'ils ont bien compris le message, mais c'est leur travail, leur job, c'est de nous offrir des aliments qui répondent à nos besoins. Malheureusement, ils renforcent un peu constamment l'idée selon laquelle cuisiner est compliqué et prend du temps. C'est ceux qui vont exploiter ce sentiment-là en nous proposant des produits qui vont nous déculpabiliser, parce que tout le monde en aimerait cuisiner davantage. Alors, ils nous proposent des produits qui nous déculpabilisent et en nous faisant participer un peu au processus de cuisson. Alors, il y a plein de produits sur le marché où on ne fait pas juste enlever le couvercle puis le mettre au micro-ondes. Non, on ouvre un emballage, c'est de la viande pré-cuite tranchée, on fait réchauffer ça. Ensuite, c'est à nous d'ajouter le légume et le féculent. On est comme réconforté avec l'idée qu'on a un peu participé au processus. Même les mélanges à gâteaux, c'est ça. Les premiers mélanges à gâteaux qu'ils ont sortis sur le marché, et ça fait longtemps, ça ne date pas d'hier, des Duncan Hines puis des Betty Crocker. Les premiers mélanges à gâteaux, c'était, on avait juste à ajouter de l'eau, puis ça se vendait, mais ça ne se vendait pas suffisamment. Jusqu'à ce que l'industrie alimentaire a réalisé qu'il fallait que la ménagère se sente impliquée dans la confection de son gâteau. Alors, ils ont reformulé le produit de sorte qu'il fallait ajouter de l'huile et des œufs. Ça, c'était cuisiner un gâteau. Alors, étant donné que les gens avaient l'impression qu'ils avaient cuisiné un bon gâteau en achetant l'œuf et l'huile, bingo, les ventes du produit ont monté en flèche. Alors, l'industrie alimentaire sait sur quel piton peser, ça c'est clair. Alors, dernièrement, on exploite un peu nos préoccupations pour la santé en nous offrant des aliments préparés santé. Alors, il y en a de plus en plus. Avant, quand je disais à mes étudiantes, vous devez savoir cuisiner, c'est important pour la santé, ce que vous allez cuisiner va être meilleur pour votre santé, on vient de m'enlever cet argument-là. Hein? Parce que des choix santé, maintenant, il y en a dans les supermarchés, ce n'est pas un problème. De sorte que maintenant, on peut faire ce qu'on appelle une cuisine d'assemblage. C'est-à-dire qu'on peut se ramasser des produits, se composer un repas complet sans avoir du tout cuisiné. Mais il y a un prix à tout ça. Il y a fort probablement un prix économique, mais il y a certainement un prix au niveau culturel, c'est-à-dire au niveau de la non-transmission d'un savoir culinaire à nos enfants. Alors, voici les inquiétudes que la dépendance accrue sur les aliments prêts à manger amène. Première inquiétude, une méconnaissance des aliments et des ingrédients de base. Comment casser un œuf? Comment séparer un œuf? Comment mesurer de la farine? Comment éplucher une gousse d'ail? J'ai vu ça dans mes laboratoires, des gens qui ne savaient pas éplucher une gousse d'ail. J'en ai des histoires à vous raconter, mais je vais garder ça pour moi.
Autre inquiétude, la perte d'habileté culinaire. Mais quand je dis habileté culinaire, là, je veux pas dire savoir comment réchauffer un plat au micro-ondes. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que ça peut être cuisiné. Il y a un problème de définition du mot cuisiner présentement. Ce que je veux dire, c'est de cuisiner à partir d'ingrédients de base. Autre inquiétude, moins d'occasions de transmettre le savoir culinaire aux enfants et aussi de leur faire connaître le vrai goût des aliments. Et la dernière inquiétude, et non la moindre, des inquiétudes au niveau de la qualité nutritionnelle des repas qu'on peut se composer en assemblant des produits déjà préparés. Je vais commencer par la dernière inquiétude, la qualité nutritionnelle. Et j'espère que je ne vais pas trop vous décourager en vous disant que nous avons très, très, très peu de données qui nous permettent de confirmer qu'il y a une relation directe entre le niveau des compétences culinaires d'un groupe d'individus et leur santé nutritionnelle. Autrement dit, on n'est pas capable de dire si telle personne est très compétente en cuisine, elle va avoir un meilleur état nutritionnel de telle autre personne qui ne sait pas cuisiner. Nous n'avons pas ces données-là. Deux exemples de recherches récentes quand même, là, il y en a des données, mais elles ne sont pas extraordinaires, il y en a, mais il y a toujours un problème au niveau de la méthodologie de ces études-là. Par exemple, une étude américaine qui, quand même, sur 1700 jeunes, des jeunes adultes qui cuisinent plus souvent ont une meilleure consommation de calcium, fruits, légumes et grains entiers. Oui, sauf que la majorité de ces jeunes-là ne cuisinaient même pas une fois par semaine, en partant. Aussi, on n'a pas défini le terme cuisiner dans cette étude-là. En anglais, on disait « How often do you prepare a meal? » Oui, mais « prepare a meal » dans la tête de certaines personnes, c'est réchauffer les bâtonnets de poisson qu'ils ont achetés à l'épicerie. D'accord? Donc, on ne peut pas vraiment se fier sur cette étude-là. Plus récemment, on a mesuré le temps consacré à la cuisine et on a réalisé que plus de temps consacré à la préparation des repas est associé à une plus grande consommation des légumes et une plus faible consommation de sodium. Mais on a mesuré le temps consacré à la préparation des repas. On n'a pas mesuré le savoir ou les aptitudes culinaires ou même les compétences culinaires n'ont pas été mesurées dans cette étude. Bref, qualité nutritionnelle, je suis vraiment désolée de vous dire que nous ne savons pas vraiment qui mange mieux. Une personne qui se nourrit principalement de plats cuisinés maison ou une personne qui se nourrit principalement d'aliments préparés et prêts à servir, et ce, quelles que soient leurs compétences culinaires. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ce repas-là? Hummus, pain pita de blé entier, de la salade prête à manger, on dirait des poitrines de poulet, mais c'est un produit végétarien, servi avec du brocoli et puis une croustade aux pommes pour dessert. J'ai oublié le verre de lait. Ça prendrait un verre de lait pour compléter ce repas-là. Excellent point de vue valeur nutritive, excellent. Mais pour faire ce repas-là, je n'ai pas besoin d'aucune compétence culinaire. Par contre, j'ai besoin de connaissances alimentaires, nutritionnelles, savoir c'est quoi un repas complet qui est équilibré. Et j'ai besoin de planifier. Il a fallu planifier ces achats-là, mais je n'ai pas besoin de savoir comment cuisiner. Je pense qu'on est rendu à peu près là. L'autre inquiétude que nous avons, c'est que le fait qu'on dépende de ces aliments préparés-là va faire en sorte qu'on n'enseigne pas vraiment le vrai goût des aliments aux enfants. J'ai mis 3 exemples classiques. Je l'ai vécu moi-même. La première fois que j'ai fait un vrai macaroni au fromage pour mes enfants, avec une béchamel, des fromages, gratinés au four, la première chose que mes enfants m'ont dit, c'est « Ouais, ça ne goûte pas comme d'habitude, ça. » Mais j'aime mieux le craft dinner, maman, là. C'est quoi le message qu'on m'envoie? Garde, cuisine pas, maman? Voyons, j'aime pas ça. Donne-moi ce qui est en boîte, c'est mieux. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner à la centaine. La soupe, quelqu'un qui n'a jamais mangé une vraie soupe aux légumes maison, qui a été élevé sur la soupe en conserve, va préférer la soupe en conserve, c'est clair, jusqu'à temps qu'on l'amène tranquillement à découvrir le vrai goût des aliments. Le poisson, c'est terrible. Un enfant qui a toujours mangé des bâtonnets de poisson panés, c'est dommage, mais il n'appréciera pas un filet de saumon poché au four avec une sauce hollandaise. Et toi, tu vas avoir mis temps et effort pour le faire, mais l'enfant ne l'appréciera pas. Donc, le goût des aliments industrialisés est en train de devenir la norme du goût.
Ça aussi, là, il va falloir travailler là-dessus et reculer un peu. Perte d'habileté culinaire, l'autre inquiétude. Alors, c'est curieux parce que quand on demande aux gens, comment percevez-vous vos habiletés culinaires? Êtes-vous bon en cuisine? 2006, c'est un obstacle pour seulement 3 % des gens sondés. 2008, sondage Chatelaine Radio-Canada. Le tiers se disait compétent ou très compétent. Bon, ça laisse quand même les 2 tiers qui ne le sont pas. 25 % se donnaient une note de 6 sur 10. Ça, je trouve que c'est assez réaliste. Le sondage de Chatelaine, c'est un sondage à travers le Canada, 1000 personnes qui ont été téléphonées. Alors que le sondage de Diététistes du Canada, ce sont des gens qui allaient sur le site de Diététistes Canada et répondaient par hasard parce qu'ils ont vu qu'il y avait un sondage. C'était probablement des gens qui avaient déjà un intérêt pour la nutrition s'ils sont allés sur le site de Diététistes du Canada. Tout le monde en table, je vais laisser le soin à Nathalie Jobin de vous en parler plus tard, mais 10 % des gens rapportaient que les habiletés culinaires sont un obstacle pour eux au moment de la préparation des repas. Bon, qu'en est-il pour les étudiantes qui se présentent pour faire un bac en nutrition? Les données que je vais vous présenter maintenant datent de 2007-2008. À cette époque-là, je donnais un cours de cuisine de base à ceux et celles qui manifestaient le besoin, c'est-à-dire qui avaient le moins de connaissances et de compétences culinaires. J'avais 48 places en laboratoire pour 80 étudiants qui étaient admis au programme, donc je devais prendre les moins bonnes, essentiellement. Les résultats que je vais vous montrer aujourd'hui vont peut-être vous surprendre, mais je vous mets en garde. Ce sont des étudiantes qui ont déjà un intérêt pour la cuisine et la nourriture et la bonne nutrition. Je parie que si je posais les mêmes questions à un échantillonnage au hasard de la population de jeunes adultes, que les résultats seraient beaucoup moins performants. Alors, allons-y, puis en même temps, ça va vous faire un petit quiz parce que vous allez pouvoir répondre aux questions. Alors, moi, j'ai des étudiantes qui confondent régulièrement persil, coriandre et basilic parce qu'elles n'ont jamais travaillé avec ces fines herbes fraîches-là. Pire que ça, j'en ai qui confondent régulièrement poudre à pâte, bicarbonate de soude et même fécule de maïs. Alors, c'est assez particulier. Bon, alors, côté expérience pratique, pourcentage d'étudiants qui n'ont jamais préparé ni aidé à préparer les items suivants. Il y en a quand même 25 % à peu près, là, le quart qui n'ont jamais fait de muffins. Hey, il me semble que c'est une préparation de base, ça, les muffins, 25 %. 50 % n'ont jamais fait de tarte. 60 % n'ont jamais fait de crème anglaise. Côté pratique, expérience avec des pièces d'équipement. Bon, 8 % n'ont jamais utilisé un four. Ça surprend, mais c'est juste 8 %. Mais quand même, 30 % n'ont jamais utilisé un malaxeur, 30 % n'ont jamais utilisé un mélangeur. Et mes étudiantes confondent tout le temps les deux. Mélangeur, en passant, c'est un blender, voilà. 62 % n'ont jamais utilisé un robot. Cuiseur sous pression, 83 %. Si je leur avais posé la question sur la mijoteuse, probablement que la performance serait meilleure. Connaissance pratique. C'est quoi 250 ml? Nous, on doit posséder en nutrition le système impérial et métrique en même temps. Alors, 250 ml, ça correspond à quoi, selon vous? 8 onces. Alors, bravo, vous avez donné la bonne réponse, mais il y a quand même plus de la moitié de la classe qui ne savait pas à quoi correspondait 250 ml. Une tasse, maintenant, c'est dans le système impérial. Une tasse, ça correspond à quel équivalent? J'ai entendu 16 cuillères à table, maintenant, vous l'avez eu, c'est 16 cuillères à table. Mais encore une fois, il y a la moitié de la classe qui n'a pas été capable de faire ce calcul mental-là. La farine, ça se mesure dans quoi? La tasse avec les graduations ou les tasses individuelles? Ça se mesure dans les tasses individuelles, c'est beaucoup plus précis. Mais il y a quand même 35 % de la classe qui mesure la farine dans la mauvaise tasse. Connaissance pratique maintenant au niveau des termes culinaires. Ça, c'est le pourcentage qui ont correctement identifié. C'est pas fort, là. Il y a seulement 26 % qui connaissent la définition du terme braisé, 33 % sué, 40 % grillé. Alors, quand on publie une recette dans un magazine, là, puis on dit de monter la crème au beurre, ou monter la sauce au beurre, ou de faire suer les légumes, les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire.
Alors, des vrais faux maintenant. Il est important de bien tasser la farine dans la tasse lorsqu'on la mesure. C'est vrai ou faux? La plupart l'ont eu, mais quand même, beaucoup ne l'ont pas eu. Je vais avancer un peu plus rapidement parce que je vois le temps qui avance. Voilà. On va passer à autre chose. Où mes étudiantes apprennent-elles à cuisiner avant d'arriver chez moi? 50 apprennent de leur maman ou de leur papa, disons d'un parent. Julie l'a dit tantôt, la famille joue un rôle extrêmement important au niveau de la transmission du savoir culinaire. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part quand on compare, quand on regarde la performance comme telle. Alors, la perte de ce savoir culinaire-là est rendu tellement préoccupant que tantôt, plus tard cet après-midi, on a une conférencière de Santé Canada, Madame, je vais mal prononcer votre nom, je le sais, Madame Geronazo, qui va vous entretenir d'un rapport qui a été fait pour Santé Canada, qui s'appelle « Amélioration des compétences culinaires, synthèse des données probantes sur le sujet ». Alors, on se demande si c'est le gouvernement fédéral là, qui commence à se pencher sur la nécessité de peut-être trouver des moyens pour pallier à ce manque de transmission de savoir culinaire-là. Ils ont fait quelques constats. Je vais lire seulement la dernière avec vous. Perte de transmission de savoir culinaire. Il en résulte probablement une plus grande dépendance envers les aliments préparés ou prêts à servir. La consommation d'une variété plus restreinte d'aliments et une détérioration des compétences culinaires. Et v'là. Ça, j'ai trouvé cette étude-là juste avant de soumettre ma conférence aux organisateurs de la journée. C'est une étude qui est sortie en Suisse sur quand même 1070 personnes, où on a corrélé les compétences culinaires avec l'utilisation d'aliments pré-préparés. Alors, l'utilisation était fortement corrélée avec l'âge, c'est-à-dire que les jeunes avaient moins de compétences et dépendaient davantage des aliments préparés que la plus vieille génération. Donc, l'âge et le manque d'habileté culinaire étaient les deux facteurs principaux qui expliquaient l'utilisation d'aliments pré-préparés. C'était des aliments vraiment pré-préparés. L'étude les avait très bien définis. Par contre, il n'y avait pas de lien avec le revenu et le statut d'emploi. Alors, je vous laisse maintenant avec quelques lueurs d'espoir. C'est des choses dont on va certainement vous parler au courant de la journée. Il semblerait qu'il y a une renaissance du désir de cuisiner qui est notée principalement chez les jeunes. Alors, les jeunes d'aujourd'hui veulent sortir un peu des sentiers battus. Alors, ce qu'on dit dans un rapport, c'est qu'il existe un sous-groupe de consommateurs plus jeunes qui s'intéressent davantage aux mets éco-gastronomiques et qui recherchent des solutions leur permettant d'améliorer leurs connaissances culinaires tout en diversifiant leurs expériences sensorielles. C'est bon, ça, on aime ça. La demande pour les repas pré-préparés est encore présente, okay? Mais de plus en plus de consommateurs vont faire de la cuisine maison pour des raisons économiques. On note aussi, dans les tendances, la popularité croissante des paniers de fruits et légumes bio qu'on fait livrer à la maison. Ça, c'est excellent. Sauf qu'en discussion avec Marie, j'ai appris qu'un des facteurs limitants, c'est que les gens, à un moment donné, ils ne savent pas quoi faire avec les fruits et les légumes. Un des freins majeurs, c'est qu'il manque de recettes et d'idées pour cuisiner ces beaux fruits et légumes-là. La popularité croissante aussi des jardins communautaires, puis je dirais même la mijoteuse. Mon Dieu, si les gens peuvent cuisiner avec la mijoteuse, tant mieux, et c'est rendu extrêmement populaire. D'autres lueurs d'espoir, au niveau de l'éducation, il y a des initiatives locales. Tout le monde connaît, je pense, la tablée des chefs, les ateliers 5 et pouces, les ateliers jeunes pousses. Il y a aussi à l'école de Saint-Joseph de Granby, depuis 5 ans, il y a un programme qui s'appelle Bon appétit la vie, qui apparemment fait un travail extraordinaire avec les enfants. On peut parler aussi de plaidoyer. Tantôt, vous allez avoir Suzy Pellerin, qui est de la Coalition québécoise contre la problématique du poids, qui a pris position en faveur du retour des cours de cuisine à l'école. Elle va vous entretenir de ça. Côté américain, ça m'a vraiment étonnée. En mai 2010, il y a eu
dans The Journal of the American Medical Association. Ça, c'est un journal prestigieux aux États-Unis, c'est bien celui-là. Et il y a eu un éditorial de la part d'une diététiste et d'un médecin intitulé « Bring Back Home Economic Education ». Fort, ça, dans un journal pour les médecins. Alors, nous savons que les cours de cuisine augmentent la consommation de fruits et des légumes, ça améliore les pratiques en matière de salubrité, ça augmente le nombre de repas préparés à la maison, ça augmente la confiance à suivre une recette, ça améliore le sentiment d'auto-efficacité des jeunes et des adultes et ça réduit les coûts alimentaires. Ça, c'est des choses qui sont documentées. Il faut capitaliser sur ce qu'on sait et ça, on le sait, c'est démontré, c'est prouvé. Maintenant, avec le reste de la journée que vous allez passer ensemble, je vous souhaite de partager vos bons coups pour cultiver le savoir culinaire à l'école et ensemble partager vos recettes. Alors, merci et bonne conférence.